Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce premier numéro du Grand Journal. Un grand journal que vous allez retrouver tous les derniers vendredis du mois. Pour ce soir, voici les titres avec vous, Marine Cognan. Marine, bonsoir. Bonsoir, Kolo Koulibaly. Bonsoir à tous. L'actualité de ce grand journal avec le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. Une opportunité unique pour les jeunes du district autonome d'Abidjan pour 2024. Ils sont 40 jeunes lauréats à se partager la cagnotte de 200 millions de francs CFA pour l'innovation et l'audace entrepreneuriale démontrée. La question foncière dans ce journal avec un focus sur l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier, le document délivré par l'administration foncière avec un identifiant unique remplace dès le 1er janvier 2025 l'attestation villageoise. Toutes les implications sont présentées ce soir. Et dans cette grande édition, le profil de jeunes Ivoiriens brillants, étudiants dans de prestigieuses écoles supérieures en France, HEC Paris ou encore Polytechnique Paris. Une formation reconnue mondialement, une porte ouverte pour de belles perspectives. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Un parcours inspirant à suivre. Et puis, le regard vers l'extérieur avec le Proche-Orient, la Syrie. Après Bachar al-Assad peut-elle renaître de ses cendres? Une enquête approfondie sur la crise qui a entraîné la chute des Assad au pouvoir pendant 54 ans jusqu'à la prise du pouvoir par le HTS. La Côte d'Ivoire soutient les jeunes qui entreprennent dans divers domaines. 40 ont reçu chacun 5 millions de francs CFA. Ce sont les lauréats du prix Alassane Ouattara, du jeune entrepreneur émergent. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé encourage cette jeunesse qui entreprend. Hervé Blé et Ulrika Dongon. Ils sont au nombre de 40 les jeunes à qui le district autonome d'Abidjan offre une fin d'année 2024 heureuse et une année 2025 avec des perspectives plus qu'intéressantes. Les lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent ont chacun reçu un chèque de 5 millions de francs CFA. Primés en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, leurs projets ont été retenus parmi les 1340 soumis cette année au jury du prix. Chers jeunes, comme on le dit couramment, la balle est désormais dans votre camp. Travaillez sans relâche et saisissez cette opportunité pour devenir les grands leaders de demain, les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire prospère et solidaire que nous appelons tous de nos vœux. Les grands vainqueurs du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent ont présenté des projets dans les domaines de la restauration, de l'artisanat, du cosmétique et bien d'autres. Les chèques reçus donnent à certains les moyens de réaliser leurs projets et à d'autres la possibilité de renforcer, voire agrandir leurs activités. Nous remercions, au travers du ministre-gouverneur Ibrahima Cissé Bakongo, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour son engagement pour l'autonomisation des jeunes du district d'Abidjan. Nous prenons l'engagement d'atteindre les objectifs techniques, administratifs et entrepreneuriaux de nos projets, grâce à ces fonds que vous mettez à notre disposition aujourd'hui. Initiateur du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, le Premier ministre Robert Begré-Mambé n'a pas manqué de souligner les mérites du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Ibrahima Cissé Bakongo est en effet engagé à pérenniser le soutien à sa jeunesse. Il y en a, monsieur le ministre-gouverneur, qui ont été lauréats ici. Mais aujourd'hui, ils sont dans tous les salons de chocolat au monde. Ils sont toujours présents, ils sont toujours lauréats, ils sont toujours estimés, ils sont toujours acclamés. Voilà l'intérêt de ce projet que vous avez anobli et pour lequel vous êtes prêts à passer à 300 millions au lieu de 200 millions. Je voudrais vous y encourager. Parce que les jeunes sont intelligents. Ils ne demandent qu'à travailler. La Côte d'Ivoire de demain, c'est vous. Notre rôle, c'est de montrer où se trouvent les potentialités, les opportunités, pour vous aider à les capter, pour que ça grandisse et que demain, vous soyez grand, très grand. Monsieur le ministre-gouverneur, je sais que vous avez de la passion pour ces jeunes. Le président de la République m'a dit de vous encourager. Vous qui aimez le beau, soutenez-les, encouragez-les pour que demain,
leurs résultats soient beaux pour les Ivoiriens. Depuis la création en 2014 du prix, ce sont un peu plus de 1,6 milliard de francs CFA qui ont été accordés à au moins 300 jeunes porteurs de projets. Voilà, ce prix est une excellente réponse à la problématique de financement des projets des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est la période des fêtes Kolo Coulibaly. Rendons-nous dans la commune qui accueille le plus grand flux de personnes au quotidien. Oui, Marine, la commune d'Adjamé reçoit 4 à 5 millions de visiteurs chaque jour. La plupart y viennent pour des emplettes, des courses qui occasionnent à la fin de la journée d'importantes quantités de déchets. Une situation que vous avez certainement remarquée, notamment sur le boulevard Nangui-Abrogwa. Vous allez voir deux tableaux, la commune propre dans la nuit et le retour des ordures déjà très tôt le matin, un chassé-croisé qu'a suivi notre reporter Khalid Diomandé. Bientôt 19 h, sur le boulevard Nangui-Abrogwa dans la commune d'Adjamé. Les milliers de commerçants s'apprêtent à regagner leur domicile, laissant derrière eux une masse impressionnante de déchets. Tous les ordures que vous voyez là, on laisse ici les soirs. Il y a des gens pour ramasser parce qu'on paye les tasses pour ça. Ces jeunes font partie des petites mains qui contribuent chaque soir à la collecte des ordures. Leur champ d'intervention, l'intérieur du marché forum. On commence de nettoyer le forum de 18h à 21h30. Chaque jour, même le dimanche, on nous paye par semaine 10 000. Une fois l'enceinte du forum débarrassée des immondices, c'est sur la voie principale que ces jeunes viennent les déverser. Ils seront plus tard dans la nuit l'affaire d'une entreprise en charge de la gestion des déchets. Mais avant, des personnes comme Karim procèdent au tri de ces ordures à la recherche d'objets à revendre. C'est chargé, nous on cherche. On s'en va à Libanais pour nous défendre. Bon, nous on peut gagner 2800, 900. Si on n'a pas fait ça en volée, on nous met en prison. Donc c'est pas bon. 22 h dans quelques minutes, et toujours pas d'engin de collecte de déchets sur le boulevard. Et comme à l'accoutumée, Moussa Sangari, responsable hygiène à la mairie d'Adjamé, multiplie les coups de fil. Oui, bon, moi je suis sur le boulevard depuis un certain temps là. Vous êtes où? Venez rapidement. Aujourd'hui, devant le forum, vous voyez tous ces dépôts d'ordures qui sont là, c'est trop. Comme vous le savez, pendant toute la journée, les commerces ne font que produire des déchets. Et le soir, en partant, tous ces déchets se retrouvent sur le boulevard. Donc, nous, en tant que les premiers responsables, au niveau de la mairie, de la gestion de ces déchets, nous ne pouvons rentrer à la maison, aller dormir, sans être rassurés que ces déchets seront collectés et que demain matin, les usagers vont retrouver la commune saine et propre. 20 minutes plus tard, les premiers engins de ramassage arrivent et entrent en action. Chaque soir, environ 7 machines et 23 balayeurs sont déployés par une société spécialisée pour assainir le boulevard Nangui-Abrogwa. Le boulevard Nangui-Abrogwa est la zone qui produit plus de déchets. La preuve, ces véhicules qui sont affectés ici, qui viennent charger, quand ils vont à la décharge, ils font une pesée. Par jour, on peut avoir 50 à 80 tonnes. Quand nous quittons chez nous à la maison à 22 h, tellement le travail est trop, on ne finit pas vite. Il y a balayé beaucoup de communes, mais Adjamé, c'est difficile. Les activités commerciales au marché Roxy et au forum d'Adjamé produisent en moyenne 14 millions de kilogrammes d'ordures par an, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement et les habitants. C'est des bactéries qui restent là comme ça. À la longue, là, ça rend malade. Et puis la plupart des gens qui viennent vendre à Adjamé ici et puis qui salissent Adjamé là, ils quittent les autres communes. Ça garde le goudron, il y a l'eau, ça, c'est pas joli à voir. Les gens viennent pisser dedans, odeur, ça ne nous arrange pas. Concernant les commerces, on a instauré ici une collecte. Ça veut dire que les gens mettent les trucs dans les sacs poubelles, puis les mettent pour que ça soit collecté facilement. Ça, c'est plus bon. Ça empêche que le bitume se dégrade, ça empêche que l'environnement se dégrade. Les précollecteurs que les gens payent à l'intérieur des quartiers pour venir déverser les ordures sur les bitumes. C'est pas normal. Après un travail d'Hercule réalisé jusqu'à 5 h du matin,
la quasi-totalité des artères et magasins du boulevard Nangui à Brogua, débarrassés de toute saleté, affichent un visage rayonnant. Mais au petit matin, quand les premiers commerçants s'installent, rebonjour les ordures. On remarque que chaque nuit, les collecteurs font beaucoup d'efforts. Ils viennent désarmer tous les ordures qu'il faut. On remarque que la nuit, c'est propre. Et puis matin, aux heures de 6h30, 7h par là, on remarque qu'il y a les ordures. Moi, je vais attirer l'attention ce matin des commerçants, même des passants, à prendre conscience. Imagine-toi si vous mettez à la place d'un commerçant. Tu vas te lever ici, prendre poubelle, marcher au moins 2 km, 3 km avant de gagner un conteneur. Et si tu reviens, vous connaissez bien la situation d'Adjamé, si tu reviens que tu ne trouves pas tes marchandises, tu dois faire comment? Donc le commerçant, il est obligé maintenant, s'il trouve qu'il y a un petit espace à côté du goudron, il met ça dans un sachet bleu et puis il jette ça. Et ce qui fait que vous voyez qu'il y a poubelle, il y a des ordures en désordre. Pour réduire l'ampleur de la pollution sur le boulevard Nangui à Brogua, le conseil municipal d'Adjamé envisage mettre en exécution un code d'hygiène en janvier 2025. Il obligera les commerçants à mieux gérer leurs déchets sous peine d'amende et de privation de marchandises. Mais pour l'heure, l'hygiène reste une quête perpétuelle ici. Une décision cette fois de portée nationale. Le gouvernement ivoirien décide de la prorogation de 3 ans de la loi spéciale sur l'état civil. Une mesure qui porte sur la régularisation des personnes nées sans acte de naissance, celles confrontées à des registres d'état civil détruits ou encore celles qui ont fraudé sur leur identité. Une procédure établie dans un contexte de modernisation du système administratif qui est une priorité pour notre gouvernement. Sephora Zegui. Depuis plusieurs années, de nombreux citoyens ivoiriens se trouvent dans une situation précaire en raison de l'absence de documents d'état civil officiels. Des milliers d'Ivoiriens se retrouvent avec des actes de naissance falsifiés. C'est le cas de ce monsieur que nous baptisons Robert. Né en 1982, Robert a changé sa date de naissance pour des raisons qui lui sont propres. Aujourd'hui, il souhaite la rétablir. Et depuis 2009, j'avais fait ma pièce d'identité et j'ai fait avec mon frère extrait. Et après cela, j'ai fait une nouvelle demande avec un nouveau extrait. Dès le début, j'avais peur. Mais à force de me renseigner, et j'ai approché des gens compétents qui m'ont donné vraiment la vraie information, qui m'ont dit non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de poursuite. Le 19 décembre dernier, un décret important a été adopté lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. La prorogation de la loi spéciale sur l'état civil, instituée par la loi numéro 2018-863. Cette mesure, qui s'étendra sur 3 ans, vise à régulariser la situation des Ivoiriens qui partagent la même difficulté que Robert. Christian Kodia, le directeur général de l'Office national de l'état civil et de l'identification, nous éclaire sur la question. Elle concerne les personnes qui font usage d'un faux document. J'appelle faux document quand on prend les 7 dates de naissance de son frère ou les 7 dates de naissance d'une personne qui est décédée ou qu'on veut diminuer son âge, comme on appelle communément les René Caillé. Donc on modifie son état civil, on utilise un état civil qui n'est pas le sien. Alors la loi vous permet de vous rétablir dans votre identité d'origine. Donc vous fait obligation de ne plus utiliser le faux acte. L'un des points clés de cette réforme est l'amnistie accordée à toutes les personnes ayant utilisé de faux actes de naissance pour régulariser leur situation. À travers cette loi, c'est une amnistie totale, parce que là vous avez fait du faux. Donc c'est une amnistie totale de ces faits-là et cette loi vous permet de réutiliser votre acte de naissance normal, mais ça sans être poursuivi par la justice. Ça veut dire que vos diplômes, vos acquis, vous les conservez. Donc là, on vous permet d'utiliser et d'être régulier vis-à-vis de l'État. Ce n'est pas tout. La loi spéciale sur l'état civil et l'identification vient résoudre 2 autres problèmes en marge de la fraude sur l'identité. Il y a eu aussi la détérioration due par les intempéries qui ont fait que certains registres d'état civil ont été détruits ou ne se retrouvent plus. Alors la personne revient dans son centre d'état civil, produit son document et alors avec l'ordonnance, le juge délivre une réquisition qui permet à l'officier d'état civil de le réinscrire dans le registre dans lequel il était et pour qu'il ait un acte régulier. On le retranscrit
son registre dans l'état civil. Donc c'est une retranscription. La procédure spéciale de déclaration de naissance et de rétablissement d'identité permet aux personnes dont la naissance n'a jamais été enregistrée de régulariser leur situation. À partir de cette loi, un enfant ou une personne adulte qui n'a jamais été déclaré à l'état civil, qui est né en Côte d'Ivoire, repart sur son lieu de naissance et va voir soit le maire ou le sous-préfet pour contacter le tribunal compétent de la juridiction et qui va délivrer alors une réquisition pour qu'on puisse l'inscrire dans les registres d'état civil de l'année en cours. Depuis l'annonce de la mesure spéciale, les communes et sous-préfectures du pays usent de mécanismes pour attirer le maximum de personnes concernées dans les bureaux d'état civil. Dans la commune d'Adjamé, la communication est bien visible à travers des panneaux d'affichage. Le bureau d'état civil, quant à lui, ne désemplit pas. Ce jour, nous sommes à plus de 1500 enrôlés. Nous continuons la procédure avec la population. Il y a des enfants qui sont en classe d'examen. Alors, arrivés en classe d'examen, ils n'ont pas d'extrait. Et il y a plusieurs cas que nous avons eu ici à la mairie. Alors, aujourd'hui, il est question de continuer à sensibiliser. Et c'est ce que nous faisons. Avec cette réforme, le gouvernement ivoirien fait un pas important vers la simplification administrative et la reconnaissance pleine et entière des droits des citoyens. En prorogeant cette procédure spéciale et en offrant une amnistie, l'État assure que personne ne sera laissé pour compte. Les démarches de régularisation d'identité deviennent plus accessibles et chaque individu pourra désormais affirmer son appartenance à la nation ivoirienne avec un document d'état civil légitime et reconnu. En sécurisation de l'état civil, le gouvernement sécurise aussi le foncier et c'est un sujet qui continue de faire l'actualité. Les attestations villageoises sont remplacées désormais par les attestations de droit à usage coutumier. L'État veut répondre ainsi aux nombreux problèmes, conflits fonciers dans le domaine urbain. Ce document nouveau est infalsifiable et entre en vigueur dès janvier 2025. Jean-Marc Diadi revient sur les enjeux de cette nouvelle réforme. Lundi 23 décembre 2024, c'est l'affluence au guichet unique du foncier GUF pour l'obtention du précieux document, l'arrêté de concession définitive ACD. Au guichet unique du foncier, ce sont plus de 200 dossiers qui sont traités actuellement en moyenne par jour, à raison de 80 ces derniers mois. Officiellement mise en place depuis le 1er juillet 2024, l'attestation de droit d'usage coutumier ADU remplaçante de l'attestation villageoise, est la raison principale de cet afflux. Au vu du flot de demandes, la direction du GUF a pris des dispositions. Les tickets qui sont édités selon les différents box. Je voulais attirer l'attention des usagers parce qu'il y en a qui se disent qu'il faut forcément venir déposer les dossiers à Abidjan. Il se trouve un usager peut se retrouver à Benyerville et il vient forcément à Abidjan, ici à la centrale, pour déposer le dossier. Nous appelons ces usagers pour qu'ils puissent déposer dans nos antennes périphériques, à savoir les antennes de Benyerville, Agnaman, Songon. Encore détenteurs de l'ancienne attestation villageoise, ces usagers sont tenus d'introduire leur demande au plus tard le 31 décembre 2024. Je souhaite que le ministre revoie un peu ce délai-là. La date butoir, ça coïncide avec les fins d'année. Le remplissage demande assez de minutie et assez de vigilance. Pour peu, on fait des erreurs, ce qui ne participe pas à la fluidité du travail. Je souhaiterais qu'il y ait une prolongation du délai qui est déjà donné, un semestre, alors, ce qui arrangerait le maximum d'usagers. Vous voyez, l'attente est très énorme. Le 1er janvier 2025 est la date de mise en vigueur de l'ADU, ce précieux sésame constitutif du dossier technique. Une décision du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme qui rassure. J'ai été confrontée à une situation où déjà moi j'ai eu l'attestation villageoise. Et avec l'attestation villageoise, il faut avoir la lettre d'attribution. Et c'est avéré qu'il y a une personne qui a pu se procurer la lettre d'attribution, mais qui n'avait pas l'attestation villageoise. Alors que moi, j'ai l'attestation villageoise et mon nom qui est inscrit dans le guide villageois. Et comment ça se fait que cette tierce personne a eu
la lettre d'attribution sans l'attestation villageoise. On a été convoqués, elle n'a pas su s'expliquer, on ne l'a plus revue. Ce sont plus de 5000 litiges fonciers qui sont enregistrés dans les grandes agglomérations, notamment le district autonome d'Abidjan, selon des ONG du foncier urbain. Les chefs de village, chargés de valider la preuve de propriété foncière et de délivrer les attestations, sont souvent sur le banc des accusés. L'introduction de l'attestation de droit d'usage coutumier ADU suscite des interrogations et de l'espoir dans la corporation des chefs. Les droits de signature qui servaient aux caisses, qui renflouaient les caisses du village, qui nous permettaient d'exécuter certains travaux dans le village, et avec l'avènement de l'ADU, comment est-ce que les villages seront gérés? Pour nous, nous restons preneurs, nous sommes même demandeurs de ce projet d'assainissement parce que nous pensons que l'assainissement et la sécurisation du foncier vont faciliter notre travail au quotidien et vont faciliter la vie même de tout usager en Côte d'Ivoire, les acquéreurs, les propriétaires et autres. L'attestation de droit d'usage coutumier ADU sera désormais le seul document requis pour réguler les transactions foncières. Elle résulte d'une phase expérimentale lancée depuis mai 2023 sur un lotissement du village de Songon à Diopoto. Aujourd'hui, pour faire un lotissement, il faut d'abord avoir une autorisation de lotir. Le lotissement, il est approuvé, il est appliqué et l'application du lotissement est contrôlée par l'administration. Une fois que le lotissement est appliqué, l'État travaille à fabriquer la propriété sur chaque lot. On va dans le village pour pouvoir identifier tous les bénéficiaires de l'eau dans ce lotissement-là. C'est le village qui nous donne la liste des bénéficiaires de l'eau. Et cette liste, on l'utilise pour pouvoir produire les attestations de droit d'usage coutumier. Donc si dans un lotissement, on a 200 lots, on va nous donner les 200 noms qui correspondent à ces lots-là. Et ces noms font l'objet d'une validation en séance publique dans le village pour ne pas que demain, des gens puissent venir contester. On vient au ministère de la Construction, on injecte ces 200 lots dans notre base de données et on imprime les attestations de droit d'usage avec déjà les numéros de lots et les noms des bénéficiaires. Et ces attestations sont retournées à la communauté villageoise pour que le chef de village et les personnes qui doivent signer l'attestation puissent porter leur signature et distribuer ces attestations aux bénéficiaires. Unique et sécurisé, l'ADU se distingue et se met au diapason des multiples réformes du gouvernement. Sur un seul lot, il est produit une seule attestation. Quelqu'un qui est bénéficiaire d'un lot qui a une attestation de droit d'usage coutumier, quand cette personne cède ce lot, cette personne n'aura pas une deuxième attestation pour pouvoir la vendre à quelqu'un d'autre. Avant la date butoir du 31 décembre 2024, les détenteurs de l'attestation villageoise sont interpellés. Le délai de 31 décembre 2024 qui a été donné par le ministre de la Construction, ce délai est pour les personnes qui ont des attestations villageoises sur les lotissements approuvés. Parce qu'à partir du 1er janvier, tous les lotissements, tous les nouveaux lotissements qui seront approuvés par le ministère en charge de la construction, sur ces lotissements, ce sont les attestations de droit d'usage coutumier qui seront produites. Ceux qui ont les anciennes attestations, on leur a donné un délai pour venir faire leur demande d'ACD. Donc il ne sera pas bon qu'on soit dans un nouveau mode de gestion des terrains urbains, que des personnes traînent encore des attestations de l'ancienne formule. Avec plus de 2000 cas de lotissement non approuvés recensés en Côte d'Ivoire, l'attestation de droit d'usage coutumier ADU s'affirme comme une solution. Avec le système intégré de gestion du foncier urbain, SICFU, la modernisation des infrastructures urbaines et les logements sociaux, la réforme foncière est loin d'être terminée. L'implication de tous les citoyens est souhaitée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Sortons maintenant du pays, Marine Cognerlo. En France, des jeunes Ivoiriens dans les prestigieuses écoles font la fierté de la Côte d'Ivoire. Et oui, ils sont brillants, jeunes et nourrissent de grandes ambitions. Des étudiants ivoiriens dans des universités françaises. Peut-être, pourquoi pas, Kolo Koulibaly, des futurs leaders ivoiriens. Ils sont inscrits à HEC Paris et Polytechnique Paris. Ils sont une vingtaine à pouvoir bénéficier de cette formation d'excellence qui est une porte également sur le monde. Kaline Diomandé a rencontré certains d'eux.
first IKEA lack of flexibility have presented them for replicating successful e-commerce models. Quasiment tous les matins, avant l'heure des cours, Parfait Doki s'adonne à ce type de répétition. Là, tout à l'heure, quand je vais aller en classe, je peux être tiré au sort ou présenté. Les professeurs nous donnent énormément de cas pratiques d'entreprises qui rencontrent certaines difficultés qu'on doit résoudre. Et à la suite de cela, on doit faire des présentations devant la classe. Et les professeurs tirent au hasard chaque jour les personnes qui doivent présenter. Pour être le plus près possible, chaque matin, je bosse mon pitch pour délivrer la meilleure performance possible en classe. Parfait est inscrit en Master 2 de stratégie d'entreprise dans une école parisienne, mais pas des moindres, la prestigieuse HEC Paris, qui accueille les meilleurs étudiants venus de 135 pays. Pour y accéder, il a dû au préalable réussir au très sélectif concours d'entrée. L'établissement classé première école de commerce européenne en 2023 par le Financial Times a encadré de grandes personnalités publiques à l'image de l'ex-président François Hollande. Ici, l'enseignement se dispense uniquement en anglais. So the first part has a linear regression. Bien qu'habitué à un enseignement en langue française durant ses 5 dernières années d'études à l'INPHB de Yamoussoukro, ce jeune de 24 ans parvient tout de même à s'adapter et fait partie des cracks. Le fait de ne pas avoir négligé l'anglais depuis mes premières années de lycée, collège, ça m'a énormément aidé. Il y a un truc que je me dis à chaque fois, c'est que toutes les personnes qui sont ici n'auront pas beaucoup d'opportunités de rencontrer des Ivoiriens dans leur vie. Et l'impression qu'ils auront de moi, ça sera l'impression qu'ils auront de tous les Ivoiriens en vrai. Donc ça fait qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de travailler avec les gens, je fais tout pour délivrer une très belle performance. Une belle performance qui ne passe pas inaperçue. He's a great student. C'est un excellent étudiant. En classe, il participe beaucoup. Il est très intelligent et je l'apprécie vraiment. Il est très motivé et aussi très ambitieux. J'apprends énormément de lui. Dans cette université élitiste, un point d'honneur est mis sur la pratique professionnelle. 2 à 3 fois par semaine, les étudiants travaillent en ligne avec des multinationales. On devra faire la présentation finale devant votre comité de direction. Grâce à cette connexion que crée l'établissement avec les entreprises, les apprenants ont accès à un gisement d'opportunités. C'est très bénéfique. Je finis mes études en juin prochain. Ma cérémonie de diplomation sera le 13 juin. Et en septembre prochain, j'ai un CDI qui m'attend déjà. Comme Parfait, 23 autres étudiants ivoiriens sont formés dans cette université grâce aux bourses d'études d'excellence de l'État de Côte d'Ivoire. Ici à HEC, on s'imprègne bien sûr de tout ce qui est formation technique, de tout ce qui se passe dans ce milieu élitiste du business. C'est s'ouvrir des perspectives à l'international, mais c'est surtout apprendre pour réappliquer en Côte d'Ivoire. À une vingtaine de kilomètres de là, un autre temple du savoir attire les étudiants les plus doués. L'école polytechnique de Paris, surnommée l'X. Ange-Gaëlle Diké, ex-pensionnaire du lycée Sainte-Marie de Cocody, est la 2e jeune fille ivoirienne qui a réussi à franchir les portes de cette université réputée pour former les meilleurs ingénieurs au monde. C'était déjà pour moi un défi, une manière d'inciter aussi d'autres jeunes filles à se présenter aux différents concours. Je dirais que les cours à l'X, comme la réputation de l'école, sont de haut niveau. Mais aussi, c'est un vaste réseau très riche. Cela fait maintenant 3 ans qu'Ange-Gaëlle côtoie l'excellence et s'affirme dans cet établissement concurrentiel dominé par la gente masculine. Parmi tous ces garçons, bien entendu, c'était de faire valoir ma parole, de faire valoir mes avis et de montrer que j'en ai aussi dans la tête. C'est pourquoi je fais le travail nécessaire pour exploiter mon plein potentiel. Je suis actuellement en parcours d'approfondissement mécanique qui me permet de viser une spécialisation en génie civil. De l'époque de Tidiane Thiam, en passant par celle de l'ex-secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé, jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue de marquer les esprits à l'X Polytechnique. L'Institut compte actuellement dans ses rangs 25 étudiants ivoiriens, dont 2 filles. Nous rencontrons quelques-uns d'entre eux à l'heure du déjeuner. Dans ce lot de brillants pensionnaires, issus majoritairement de familles modestes,
figure Aziz Berté, 19 ans, récipiendaire du prix national d'excellence 2022, du meilleur étudiant de Côte d'Ivoire. J'ai entendu parler de l'école polytechnique à peu près en terminale et vraiment l'école elle m'a plu dès le début parce que je voulais faire une école d'ingénieur généraliste. Je trouve que le cadre est semblable à l'INP, on va dire, il y a toujours la recherche de l'excellence. Déjà la diversité à l'INP, je trouve que c'est une bonne chose, ça t'ouvre l'esprit, il y a vraiment différentes manières de penser, différentes cultures. J'ai grandi à Adjamé et aujourd'hui je me retrouve à l'école polytechnique. C'est pas parce que tes parents ont l'argent que tu viens à l'école polytechnique, c'est parce que tu travailles. Vu l'actualité actuellement en Côte d'Ivoire, il y a un projet de construction du métro et tout. Je me suis dit pourquoi pas me spécialiser en génie civil pour apporter une main-d'œuvre en griffe de qualité pour pouvoir aider le pays dans sa marche vers le développement. Depuis 2015, chaque année, un budget chiffré à plusieurs milliards de francs CFA est alloué au programme d'excellence dédié aux jeunes cracks désireux d'intégrer les écoles prestigieuses telles que HEC et Polytechnique Paris. Si je prends le cas de HEC d'abord, les frais de scolarité, ça monte à 12 millions par étudiant par an. Et ce qu'on donne aux étudiants pour leur vie de tous les jours, c'est 300 000 francs CFA par mois, soit 3 600 000 francs dans l'année. Alors quant à X Polytechnique, les frais de scolarité, c'est 8 millions de francs CFA par an par étudiant. Et les pécules, c'est 400 000 francs CFA par mois par étudiant. Malgré ces sommes décaissées pour financer leur formation, dans la pratique, très peu d'étudiants regagnent la Côte d'Ivoire à l'issue de leur cursus. Si je m'en tiens uniquement au programme dont on a parlé tout à l'heure, qui date de 2015-2016, au niveau des X, il y a eu un seul retour. Et au niveau des HEC, 0 retour. Mais cela dit, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous sommes en train d'élaborer un texte actuellement. Et dans ce texte-là, nous allons être clairs. Nous allons dire que, si on vous donne une bourse pour aller à X ou à HEC, vous pouvez, après vos études, rester éventuellement jusqu'à 2 années. Mais au bout de 2 années, au maximum, il faut que vous rentriez en Côte d'Ivoire pour travailler au minimum 10 ans pour la Côte d'Ivoire. En proposant ce texte, le ministère de l'Enseignement supérieur envisage également de créer les conditions pour le retour imminent de ces cerveaux au pays, notamment en termes de traitement salarial et de profil de carrière. À ce jour, plusieurs ex-fonctionnaires de l'X Polytechnique occupent des postes de haute responsabilité en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Kinapara Koulibaly et Moussa Kader Diaby, respectivement directeurs généraux du BNET et de l'INPHB. La ministre de la Culture ivoirienne, Françoise Remac, est aussi un pur produit de HEC Paris. Des personnalités qui contribuent aujourd'hui à la construction d'une Côte d'Ivoire belle et prospère. Et en attendant le retour de ces cerveaux en Côte d'Ivoire, voyons et décryptons ce qui fait l'information internationale en ce moment. Ce mois de décembre est marqué par l'actualité des événements de la Syrie après la chute de Bachar al-Assad. Oui, Bachar al-Assad, succédant à son père Hafez al-Assad, devient le président de la République le 17 juillet 2000. Après 13 ans de guerre civile, il est renversé par un groupe islamiste dirigé par Ahmed al-Sharaa. L'actuel homme fort du pays, le reportage que vous allez suivre, revient brièvement sur l'histoire de la Syrie en partant de la prise de pouvoir de Assad père à la chute de Bachar al-Assad. Mais aujourd'hui, il reste une Syrie à reconstruire. Un reportage de Gabriel Zani. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, Bachar al-Assad est chassé du pouvoir au terme de 11 jours d'une brève offensive conduite par les combattants du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham HTS. Bachar al-Assad est tombé. Avec lui, toute la dynastie de sa famille après plus de 50 ans de pouvoir en Syrie. خلصونا من الطاغية بشار وأخي شهيد كان مع الصاروخ الله يرحمه ويرحم. Hafez al-Assad, père du président déchu, alors ministre de la Défense, prend le pouvoir le 16 novembre 1970 à la faveur d'un coup d'État.
C'est le début de plus d'un demi-siècle de pouvoir familial plombé de privation de liberté d'expression, de répression d'opposants et de guerre de territoire avec les États voisins. Aujourd'hui, le départ forcé de Bachar al-Assad du pouvoir est la conséquence de la révolution du printemps arabe. Le 15 mars 2011, une révolution populaire éclate en Syrie. Elle est réprimée par les autorités avant de se transformer en guerre civile. Résultat, plus d'un demi-million de morts et des millions de déplacés syriens dans le monde entier. Ce que nous avons à dire aux gouvernements qui ont suspendu la procédure d'asile, c'est que, s'il vous plaît, continuez à respecter le droit d'accéder au territoire, de déposer une demande d'asile, mais donnez-nous, ainsi qu'aux réfugiés syriens, le temps d'évaluer s'il est sûr de rentrer chez nous. Aujourd'hui, nous devons passer à la vitesse supérieure pour poursuivre notre engagement direct avec le groupe islamiste, HTS et d'autres factions. Nous renforcerons notre engagement dans le redressement rapide, notamment en ce qui concerne les services de base tels que l'électricité, l'eau et les infrastructures. L'intensification de l'engagement européen souligne la nécessité de se concentrer sur le redressement rapide et la reconstruction de la Syrie. Aussitôt dit, aussitôt acté, comme si la Syrie est devenue soudainement fréquentable. La Syrie n'a pas de crainte à avoir sur l'intégrité de son territoire. La Turquie et la Syrie sont des peuples amis. La Turquie a toujours été un soutien pour la Syrie. Le pays saura s'en souvenir. Un ballet diplomatique associant pays arabes et occidentaux se déroule dans le pays. La Syrie n'aura plus d'ingérence négative au Liban et respectera la souveraineté du Liban. Je vous demande d'effacer le souvenir de l'ancienne Syrie au Liban. Pendant que ces délégations diplomatiques défilent à Damas, l'ancien allié de Bachar al-Assad dit avoir atteint ses objectifs en Syrie. Je n'ai pas encore vu le président Assad depuis son arrivée à Moscou, mais j'ai l'intention de le faire. Vous avez parlé de la Syrie, vous et ceux qui vous paient. Vous voulez présenter ce qui se passe en Syrie comme une défaite de la Russie. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Nous avons atteint nos objectifs. Libéré certes de la famille Assad en exil à Moscou, mais 13 ans de combat, de destruction et de déplacement forcé de la population ont affecté tous les secteurs, y compris la cohésion entre les communautés. Des centaines de chrétiens syriens manifestent à Damas après l'incendie d'un sapin de Noël. Unifier le pays divisé entre des communautés alaouites, sunnites, chiites et chrétiennes s'impose aux nouvelles autorités. Pendant ce temps, l'ONU appelle à des élections libres et justes pour tous les Syriens. Invité du Grand Journal pour bien comprendre cette situation en Syrie. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Eddy Guipier. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Kolo Coulibaly. Et docteur en sciences politiques et expert en géopolitique, avec qui nous allons parler, Marine, de cette situation en Syrie. Oui, une situation en Syrie qui perdure. Docteur Guipier, après de nombreux conflits et après la chute donc de la dynastie Assad, des Assad qui restent au pouvoir 54 ans durant, comment est-ce qu'on peut répartir les différences de forces qui contrôlent en ce moment le pays? Effectivement, l'histoire de la Syrie a basculé depuis le 8 décembre 2024 où les forces du HTC ou HTS, Hayat Tahrir al-Sham, ont pris le pouvoir à Damas. Après une percée assez fulgurante, ça met fin à 54 ans de la gouvernance autoritaire de la famille Assad. Et les forces en présence sont, comment dirais-je, divisées en ce sens. Dans un premier temps, nous avons le HTS ou HTC, dirigé par M. Al-Djoulani, qui a repris son vrai nom, qui est Ahmed Al-Shari ou Al-Shara selon les transcriptions, les translittérations. Et il y a le HTS qui était présent à Idlib. Nous avons également les groupes comme l'armée nationale syrienne, sponsorisée par la Turquie, qui est dans le nord. Nous avons aussi
des groupes comme les Kurdes, les forces démocratiques syriennes kurdes qui sont à l'ouest et dans le nord-ouest. Et puis nous avons quelques groupes éparses, n'est-ce pas, dans le sud pour rallier à l'armée nationale syrienne qui sont aussi présents en Syrie. Aujourd'hui, effectivement, nous constatons, on va dire, l'hégémonie confirmée du groupe HTC, mais la situation augure peut-être d'instabilité quant à certains groupes qui, pour l'instant, ne se sont pas réellement manifestés après la chute du régime de Bachar al-Assad. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, dans cette configuration, il ne faut pas craindre une nouvelle Libye ou un nouvel Irak? Effectivement, la tentation est grande de ressembler à ces cas qui sont des cas de catastrophe, il faut bien le dire, les scénarios du pire. Vous avez une sorte de similarité avec le cas irakien. Vous avez, pour ce qui concerne la famille El-Assad, vous avez un régime minoritaire dirigé par des Alaouites. Il faut rappeler que les Alaouites, qu'on appelle aussi les Nusayri, sont un groupe minoritaire dans le chiisme et que depuis 1954, Hafez el-Assad, le père de Bachar al-Assad, s'était appuyé justement sur cette minorité alaouite, mais également avait eu l'intelligence politique, j'ai envie de dire même géopolitique, d'effectuer une sorte de savant dosage des repartitions des forces et des responsabilités dans sa gouvernance, en faisant une alliance d'aide très tôt avec un de ses amis, qui s'appelle le général Moussa Tlas, qui lui est du groupe sunnite, qui est extrêmement majoritaire en Syrie. Et ils ont transmis ce pacte à leurs enfants, Bassel el-Assad, qui est le frère aîné de Bachar el-Assad, qui est décédé en 1994, puis Bachar el-Assad et enfin Manaf Tlas. Et donc c'est très important justement ces équilibres-là géopolitiques qui sont mis en œuvre pour protéger la plupart du temps peut-être des minorités le cas échéant. Alors des histoires similaires qui font craindre. Quels sont aujourd'hui les enjeux sociaux de la Syrie? Les enjeux sociaux et sociétaux sont nombreux. Déjà, rétablir l'autorité de l'État, surtout le territoire. L'autorité de l'État, bien entendu, par le biais de l'armée. Faire en sorte que toutes ces bandes armées puissent justement se fédérer en une armée nationale syrienne, même si effectivement le nom est déjà préempté par un mouvement de rébellion, et puis rétablir les services de base, la fourniture en eau, en électricité, en eau potable bien entendu, et puis, comment dirais-je, la question de l'éducation nationale, qui, effectivement, la question sociale touche aussi la question des nombreux déplacés et des réfugiés en l'espèce qui sont à peu près une dizaine de millions à avoir été déplacés et réfugiés dans les pays voisins. Cette chute de Bachar al-Assad, est-ce que ça n'impose pas aussi une réorganisation au niveau régional? Ah, tout à fait, on assiste à quelque chose qui apparaît comme étant une surprise, même pour certains spécialistes. Hein, vous savez, la percée fulgurante de HTC a mis quelques temps, quelques semaines ou une dizaine de jours. Parce qu'ils avaient le soutien aussi de d'autres pays. Israël. Oui, le soutien, mais c'est surtout aussi l'attentisme ou l'atonie de l'armée syrienne qui a quand même étonné. C'est une armée qui n'a pas combattu, qui ne s'est pas globalement effondrée, mais dans une région qui était déjà, comment dirais-je, assez déséquilibrée par la guerre au Proche-Orient entre Israël, le Liban et même la bande de Gaza. Effectivement, la situation syrienne ne laissait pas transparaître de cette aggravation de ce conflit. Et vous avez vu très bien en l'espèce que dès le 8 et 9 comment dirais-je, décembre, l'armée israélienne est en action justement pour vitrifier toutes les grandes bases, on va dire, de l'armée syrienne afin de priver peut-être, bien entendu, c'est hypothétique, les vainqueurs, justement, du régime Bachar al-Assad d'un levier de puissance, en savoir une armée qui n'avait pas combattu, qui avait une sorte de dispositif, comment dirais-je, d'armement quasiment intact. Bachar al-Assad a perdu peut-être ses soutiens? Bachar al-Assad a perdu ses soutiens. Des informations qu'on a pu collecter de certains pays voisins, amis et alliés, il ne se serait pas battu, il n'aurait pas lui-même reconnu son armée qui ne s'était pas battue. Il y avait des ordres et des contre-ordres qui étaient donnés pour désorganiser, on va dire, les soldats. Et les résultats sont là. L'armée syrienne a été, comment dirais-je, complètement débordée par la situation, si on peut l'expliquer. Et la situation ne mettrait pas en bonne position également Israël ou encore la Turquie, qui voient de grandes opportunités? Ah oui, à court terme, effectivement, ce sont eux quand même qui peuvent apparaître comme étant les grands vainqueurs de cette victoire, entre guillemets, il faut insister là-dessus, du groupe HTC ou HTS. Effectivement, la Turquie qui rentre dans le grand jeu
de la reconfiguration du système politique syrien, et Israël qui essaie d'empêcher, n'est-ce pas, d'éloigner la menace sécuritaire que pesait le régime de Bachar al-Assad vis-à-vis de lui. Vous avez vu, les Israéliens ont même mis pied en Syrie, à Kounetra, à 40 km de, comment dirais-je, de Damas en particulier, je viens de le dire, complètement vitrifier le potentiel de l'armement militaire de, comment dirais-je, de l'armée de Bachar al-Assad, de l'armée syrienne, il faut le préciser, pas forcément Bachar al-Assad, mais plutôt l'armée syrienne, l'armée loyaliste. Et aujourd'hui, la Turquie, avec la visite du ministre des Affaires étrangères, on l'a vu dans votre élément vidéo, qui essaie de reprendre sa place pour reprendre la main, parce que la situation est très compliquée et volatile, vous l'aurez compris. Merci. Merci, docteur Eddie Guipier, docteur en sciences politiques, expert en géopolitique, l'invité de ce grand journal, ce premier grand journal qui est d'ailleurs terminé. On se retrouve avec beaucoup de plaisir pour le prochain numéro. Ce sera le vendredi 31 janvier 2025. Oui, le 31 janvier 2025, nous vous retrouverons après de très belles fêtes de fin d'année. On vous souhaite d'ailleurs de les passer en toute quiétude, en gardant une très bonne santé. Et demain, à 20h, retrouvez Herman Guivet sur RTI 1. Et on se dit rendez-vous le 31 janvier. Bonsoir. À bientôt.